Comme promis, ce CQFR du week-end, on le fait en 2 fois. Hier, vous avez pu écouter la première partie, donc voilà tout de suite la deuxième, avec la deuxième salve de questions du coup posées par Théo. Allez, une question qui va te parler forcément, Antoine, parce que ça concerne Milwaukee. Une question de Mathéo. Tout d'abord, un immense merci pour votre travail. Vos vidéos rythment mes journées et m'accompagnent au quotidien depuis déjà un bon moment. Double question pour toi, Antoine, attention. Supporter de l'OL et des Bucks, je dois avouer que j'ai connu de meilleures années. Le fait d'avoir waived Lillard était à mon sens nécessaire pour pouvoir conserver Yanis. Depuis, les signatures successives de plusieurs joueurs avec de faibles contrats sont appréciables, mais il manque encore un joueur majeur aux côtés de Yanis et Turner pour être prétendant à une belle post-season. Avec Bill, qui devrait aller du côté de LA, qui pourrait être, selon vous, le meneur ou arrière idéal? Un trade avec Kyle Kuzma et le premier tour de draft 2031 voire 2032 serait-il envisageable? Ça peut être envisageable, c'est sûr. Ça dépend de qui se retrouve sur le marché et de qui est ce joueur. Parce que la grande question, le GM des Bucks, il se la pose aussi, qui est l'arrière idéal. Je peux se dire que le GM des Bucks, il se pose la même question aujourd'hui et il se dit, bon, quand est-ce que je vais le trouver? Comment je vais le trouver? Parce que oui, c'est comme ça que tu peux débloquer les Bucks. Est-ce que ça sera Bill? Pas sûr. Apparemment, comme l'a très bien dit l'auditeur, Bill, il ira peut-être ailleurs. Est-ce que Chris Paul? Je suis pas sûr d'y croire des masses. Faudrait que j'analyse comme ça les rosters de la ligue pour voir quel trade peut être fait. Mais il y a aussi un monde, hein, il y a aussi un monde où juste les Bucks font pas ce trade cette année-là, gardent leurs assets, continuent de débloquer des tours de draft. Ça se débloque année après année. Tu peux toujours échanger tes tours de draft sur 7 ans. Donc par définition, une année qui passe, un tour de draft disponible en plus. Si d'ici là, ils n'ont toujours pas dégagé le 2031-2032, ça peut être encore d'autres assets. Les Bucks, même si ce trade de Damian Lillard va, je pense, avoir des conséquences sur le long terme, les Bucks, dans 2 ans, il faut espérer qu'Yanis soit encore très fort à ce moment-là. Dans 2 ans, ils auront au moins 50 millions sous le cap, en fait. Ils auront 50 millions disponibles. Si d'ici là, les superstars décident d'aller au bout de leur contrat, il y aura peut-être de quoi signer un gars à la free agency. Enfin voilà, il y a des opportunités, même si j'y crois très peu, on va pas se mentir. Et oui, je pense que Kuzma, clairement, le jour où il y a un arrière qui se libère, un arrière scoreur un peu fort capable de porter la balle, Kuzma, il va sauter. Et Kuzma et 2-3 pics, ce sera l'idée. Et Kuzma et quiconque d'autre, en fait. Il n'y a que Turner et Yanis qui deviendront inamovibles. Est-ce que ça suffirait? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, les Bucks, le but, c'est d'être suffisamment compétitif pour qu'arriver en avril, tu puisses te dire, attends, mais cette conférence est tellement ouverte, si on arrive à là, maintenant, être bon, vraiment régulièrement sur 2 mois de suite, on peut peut-être aller en finale de conférence. Et si on est en finale de conférence, on a une série des finales NBA, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et déjà, regagner juste une série de playoffs. Je pense que l'objectif des Bucks pour la saison à venir, c'est de gagner une série de playoffs. C'est qu'il faut qu'ils soient en position de gagner une série de playoffs. Donc, il faut qu'ils soient dans le top 4 à l'Est. Ça, a priori, c'est abordable, je pense. Ouais, si, je vais dire que c'est abordable. Il va encore falloir qu'Yanis il sorte une saison de MVP. Il n'est pas prêt de se reposer, le pauvre Yanis. Mais c'est abordable. Et après, si tu gagnes une série de playoffs, pour moi, ils auront déjà rempli finalement presque la mission. Ça ne sera pas la mission aux yeux de la franchise, mais je pense que ça sera déjà. Ça fait 3 ans qu'ils perdent au premier tour. 3 saisons de suite qu'ils perdent au premier tour. Je suis totalement d'accord avec ton diagnostic plutôt. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas de sens de garder Yanis. Ça a pas de sens d'avoir l'un des 3 meilleurs joueurs du monde dans ton équipe si ton objectif c'est de passer un tour de playoff. Si je suis les Bucks, j'ai interdiction formelle d'échanger le moindre pick à venir, quelle que soit la situation. Il n'y a Ouais. pas un trade. C'est pas parce que tu fais venir un deuxième arrière que cette équipe elle peut être championne NBA. Je suis désolé, je vois pas le scénario. Je vois pas le scénario. Et quand tu as un joueur comme Yanis, à ce stade de sa carrière, qui t'a déjà amené un titre, qu'est-ce que tu vas aller passer un tour de playoff?
Moi, je suis peut-être trop pessimiste et j'aime quand les joueurs restent dans leur franchise. Je dis, c'est juste, je suis réaliste en fait. Tu vois comment fonctionne le cap, tu vois qu'il y aura cette part dont on parlait qui va aller à Damien Lillard pour les prochaines années, qui va t'handicaper. Il n'y a pas une équipe qui peut être championne en ayant un joueur qui ponctionne autant sa masse salariale et qui joue pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y en a pas une qui est championne. Dans ces cas-là, quand ça se passe, c'est que c'est un joueur qui est blessé. Tu dis, ah, mais dommage, il leur manquait un tel, ils n'ont pas pu aller au bout. Pour les Bucks, si c'est juste pour finir la carrière avec si Giannis, enfin, je vais reformuler. Si Giannis, il est OK avec le fait de se dire, bah, je vais finir ma carrière à Milwaukee, je suis joueur d'une franchise, je le respecte. Et peut-être que quand il sera sur une dernière jambe, il y a un scénario à la Dirk Nowitzki où il y a un coup du sort qui fait que tu peux aller très loin et c'est la belle histoire. C'est fantastique. J'aurais rien à reprocher à Giannis Antetokounmpo, ça en fera pas moins un compétiteur à mes yeux. Mais si son objectif, c'est de gagner un titre à lui, je le vois pas à Milwaukee. Et si Milwaukee veut gagner, bien sûr que la meilleure chance, c'est d'avoir Giannis avec toi. Sauf que, vu comment fonctionne la NBA, vu la situation contractuelle de ton roster, je vois pas de scénario. Est-ce que CJ McCollum, une équipe avec CJ McCollum, Yanis, Miles Turner, Gary Trent Jr., Bobby Portis, pour toi, ça va où à l'Est? T'as Yanis, Turner, CJ Il y a un McCollum. scénario où tu fais finale de conférence, peut-être. C'est des joueurs comme ça qui. Je parle forcément. J'ai pris McCollum pour que ça Mais je soit. dis peut-être, hein. Ouais. Parce que là, tu vois, tu me dis ça comme ça, mais elle ressemble à quoi ta défense, en fait? Je suis pas sûr. Parce que là, il y a quand même. Dans ton équipe, il y a quand même déjà 2 joueurs qui défendent pas des masses tu vois, dans le roster que tu m'as donné. Je suis même pas sûr que tu ailles jusque-là. Qui défend pas? Trent, Yanis et Miles Turner, ça défend. Trent, défense, c'est quand même pas terrible. Ouais, c'est pas le meilleur. McCollum, Ça va, c'est quoi. non, et Portis, c'est un petit peu. C'est pas non plus un stopper. C'est défensivement, je pense que ça, tu manques de dureté défensive. Enfin bon, là, on rentre dans du détail Mm. sur de la spéculation. Sur le talent pur, on va laisser tomber. Imaginons que Doc Rivers arrive à sortir une défense avec le reste et que offensivement ça fonctionne. Je pense que sur le talent pur, ça peut viser finale de conférence, mais un peut-être quand même. Je te le reformule à la place de McCollum, ça va pas aider la défense, mais je remplace par Zach LaVine. T'as Zach LaVine. T'as Zach Je pense que c'est LaVine. pas possible en fait d'un point de vue salarial, c'est Si, c'est impossible en possible. fait. Si, c'est possible. Mais tu Ah, pas t'as cette saison. lâché quoi alors? Non, pardon, pas cette saison. Pas Ah, cette saison. Non, c'est pas possible cette saison. My bad. Pour Lavine, c'est pas possible cette saison. Pour McCollum, c'est possible. Pour Lavine, c'est pas hmm. possible cette saison. Pour Lavine, c'est effectivement pas possible cette saison. Pour Lavine, il faudrait, si tu fais Kyle, tu te séparerais de trop. Tu peux pas. Tu peux pas pour Lavine. Pour McCollum, tu peux cette saison. Il a 30 millions. Pour Lavine, tu peux pas. C'est vrai que des arrières à 25 millions, il n'y en aura pas des masses, hein. Euh, Je J'essaie vois, d'en je vois pas de proposer un scénario autre. honnêtement, Antoine. Ouais, non, moi non plus. Mais moi, je pense qu'avec, tu peux jouer les demi-finales de conférence. Je pense que tu peux les jouer vraiment juste grâce au talent d'Yanis. C'est ce qui, parce qu'au Ouais. final, sur les 3 tours perdus, ils sont jamais au complet en fait. Et notamment, Yanis, il en rate 2 sur 3 sur ces séries de playoffs. Ça Donc, fait partie du problème. exactement. Si Yanis est là, ce qui devient un grand si finalement, parce qu'il est tellement obligé de s'employer pendant la saison que forcément il commence à se blesser. Et ça sera encore le cas là cette saison pour que les Bucks y fassent une bonne saison. Il va falloir qu'Yanis il soit excellent en fait. Il va falloir qu'il soit vraiment à son niveau MVP toute la saison. Sinon, ça va être trop léger pour Milwaukee. Non, c'est dur de trouver un scénario où Milwaukee va en finale NBA. Par contre, pour le trade de Yanis, je continue de le dire, hein, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais en fait, tu ne peux le trader que si tu récupères tes pics. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je suis pas, je suis pas, je partage pas en fait En ton fait, avis, mais à quoi ça sert de tanker? Donc, tu échanges Yanis. Tu récupères qui? Un mec qui va te faire gagner 15 matchs par saison. Dylan Harper. À quoi ça sert d'avoir Dylan Harper si les 2 saisons qui suivent, tu as ton deuxième choix et ton premier choix de draft qui partent à une autre équipe? Et du coup, tu te retrouves au bout de 3 ans sans Yanis, tu as Dylan Harper, c'est la pièce centrale de ton truc, mais au bout de 3 ans de Dylan Harper, tu n'as toujours pas avancé et tu as filé un premier tour de draft et un 5e choix. Je sais pas, un premier et un 5e choix à une autre équipe. Ça, je moi, veux je dire, vois vraiment pas l'intérêt.
C'est qu'en fait, ces saisons-là, de toute façon, tu vas pas les gagner, en fait. Tu vas pas être champion dans tous les cas, en fait. Mais là, au moins, tu as un joueur au bout de 3 ans. Tu as Dylan Harper, qui, imaginons, scénario idéal, ça devient tu lui as filé son extension rookie max, tu l'as pour les 5 années suivantes. C'est une super. T'espères que ça va être une star. Et pendant ce temps-là, en fait, les attentes de tes fans, ta fanbase, en fait, elle se dit, putain, on gagne pas. Par contre, il est pas mal, Dylan Harper, quand même, c'est cool. L'avenir, ça va être pour nous. Parce que là, tu vas. En fait, là, il y a que de la déception pour ta fanbase des Bucks, là. Qu'est-ce que. Tu joues quoi, en fait? Si t'as Yanis, tu joues quoi? Je comprends pas ce que tu joues. Quand les Pistons, ils ont Kate Cunningham et qui gagnent 15 matchs par saison, les fans des Pistons, ils sont pas enthousiastes. Moi, je préfère. Là, franchement, sur ça, moi, j'ai pas du tout le même point de vue. Je préfère espérer qu'il y ait un scénario. Parce que ce qui est sûr, c'est que si t'as pas Yanis, tu vas être nul. Tu vas être très nul. Et quand tu es très nul, ta seule excitation, c'est quel choix tu auras à la draft. Et si tu es très nul sans avoir cette excitation-là, c'est terrible. C'est terrible. Et je pense que les Nets, ils avaient 0 fan avant l'arrivée de Kevin Durant et de Kyrie Irving, qui est un coup du destin parce que les Knicks, il y a James Dolan. Mais sinon, c'est terrible. Tu es nul et tes pics, ils vont ailleurs. Alors oui, tu as l'excitation de Dylan Harper, par exemple. Mais au bout de 3 ans, Dylan Harper, il est toujours dans une équipe qui gagne pas, qui a pas de pic. Il a vu le premier choix filer ailleurs, le 5e choix filer ailleurs. Je suis Dylan Harper, je me dis putain, vivement que moi aussi je me casse. Je préfère, dans ce cas-là, avoir 2 ou 3 ans d'Yanis, où je me dis, sur un malentendu, à un moment, on va vibrer un peu en playoff, on va peut-être gagner des matchs. Oui, on sera peut-être pas champion, mais on va vibrer un petit peu. Et au pire, de toute façon, dans 3 ans, quand une fois que nos pics, on les a récupérés, vu que de toute façon, ils sont on donne, et qu'on a de nouveau nos pics, et ben là, je transfère Yanis ou je perds Yanis, ok, c'est pas grave, et je vais me reconstruire avec le mec que je vais drafter avec mon pic, ou je vais drafter très haut et ce sera avec mon pic, et peut-être même qu'il sera plus fort que Dylan Harper. On ne sait pas, ça dépendra de la draft à ce moment-là. Mais un scénario où je transfère Yanis sans récupérer mes pics, pour moi, c'est de la folie. En fait, c'est du suicide. Qu'est-ce que je vais en faire? quoi c'est plus du suicide que ce qui s'est passé? Là, en plus, tu as filé de la thune à Turner. Donc, en fait, quand il y a le deal, c'est cool, Mais tu au moins, vois, t'es les Bucks, compétitif. il va avoir une équipe fonctionnelle, mais qui va nulle part, en fait. Moi j'aurais, franchement, à ce Mais en quoi stade-là... tu vas plus quelque part que si tu Mais gagnes si, parce 15 qu'en fait, matchs tu peux avec récupérer 120? des assets pour la suite, en fait. Tu peux t'armer pour la suite. Là, c'est mort. Le court terme, il est mort, en fait. Mais si Tu c'est t'armes pas. pour la suite, en récupérant des pics pour la suite. C'est ça que je dis, moi. Ouais, mais donc tu récupères les pics de l'équipe où Yanis il est envoyé. C'est des Mais pics qui oui, vont être. Ils vont être mais, classés combien? mais non, mais c'est des 25e? pics pour la suite. Et j'ai pas dit que tu cherches pas des pics de la saison prochaine. Quand Yanis sera performant, tu cherches des pics qui sont plus loin, en fait. Pour que ça corresponde avec le moment où toi, tu vas pouvoir commencer à rejouer des choses à nouveau. Ok, mais comment toi tu vas rejouer des choses à nouveau? Combien d'équipes aujourd'hui qui se reconstruisent? Elles se reconstruisent Regarde. sur un mec. Mais à quoi Tu ça vas. va leur servir leur masse salariale? Tu te disais, il y a de la place sous le cap. Qui va vouloir aller à Milwaukee? Personne va vouloir aller à Milwaukee. Tu te rappelles des Bucks avant Yanis, en Miles fait. C'est une Turner, il a équipe qui voulu aller servait à à rien. Milwaukee. Miles Turner, il a voulu aller à Milwaukee. S'il n'y a pas Yanis, il serait jamais venu à Milwaukee. Miles Turner, il a Non, voulu mais jouer quand à il y aura Milwaukee. plus... Tu me disais, après le contrat de Yanis, c'est ça que tu me disais, ils vont se retrouver avec de la masse Non, salariale, de la non, place. non, j'ai dit, non, non, j'ai dit la place, ils en auront dans 2 ans, il y aura encore Yanis, et j'ai dit, là, tu es compétitif au moins, et quand tu récupères tes pics, au pire, tu transfères Yanis, et là, tu repars de Et zéro tu... avec des pics que tu draftes. En fait, tu vas jamais te reconstruire autour d'un mec, il faut que tu draftes. Regarde le Thunder, ils auraient que chez, ils pourraient, sans Jalen Williams, sans Chet Holmgren, et encore chez, c'est un MVP, c'est un truc particulier, ils auraient que Jalen Williams. Ils se reconstruiraient que autour de Jalen Williams. Il y aurait que Jalen Williams et chaque année, ils ne peuvent pas drafter. Ça a un Moi, intérêt pour toi? je pense qu'il y avait d'autres manières, en fait. Il y avait d'autres manières de récupérer tes pics, un par un, ou Oui, au ça fur et à peut-être. Les mesure. Nets ont Voilà. réussi à récupérer leur pic, mais ils ont eu Michael Exactement. Je Bridges à pense qu'il y avait échanger. d'autres manières. Moi, franchement, ça me fend le cœur de me dire que ce joueur qui est formidable va jouer dans cette équipe qui sert à rien, en fait. Et ça me l'aurait fait pour d'autres joueurs, en fait. Et j'en suis désolé. Ce que j'aurais préféré, et quand Damien Lillard vient, j'y ai cru, en fait. Je me dis, bah, sur le Non, talent, non, pareil. ça peut marcher, en fait. Et dès qu'ils ont changé le coach, je me suis dit, c'est foutu. Franchement, c'est foutu. Et c'est pas juste que je fais une fixette sur Doc Rivers. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'était mauvaise décision sur mauvaise décision. Et vu comment c'est fichu, je vois pas de scénario en fait dans lesquels Yanis, et j'espère me tromper, franchement, j'espère que dans 1 an et demi, on ressort ce podcast et les gens mettent dans les commentaires, bah voilà, Théo, tu t'es planté complètement, voilà ce que vous aviez dit sur Milwaukee, mais je vois pas de scénario avec de fin heureuse. Et franchement, ce qui leur pend au nez aux Bucks, malgré tout,
c'est qu'Yanis finisse finalement quand même par demander à se barrer, en fait. C'est toujours Hein. possible. Peut-être même cet été, d'ailleurs. Et là, maintenant, t'as filé en plus de la thune à Miles Turner qui te sert à rien, en fait, si t'as pas Yanis. Ça te sert à rien d'avoir Miles Turner si tu veux pas sauver... Enfin, si tu veux pas vraiment être compétitif. C'est pas ce mec-là qui va changer ton équipe. Déjà, ça change pas vraiment ton équipe. Ça compense en partie le fait que Brook Lopez est parti. Tu vois, l'équipe des Bucks, ça sera pas meilleure à la rentrée qu'elle ne l'était à la fin de la saison. Tu penses? Tu Miles penses qu'elle Turner, sera meilleure à la rentrée prochaine qu'elle ne l'était à la fin de la saison dernière? Au moment de la blessure Avec ou sans Lillard? avec Lillard. Ah non, bah non, il y a peu Damien Lillard, ça c'est sûr. Donc ça te sert à rien en fait. Parce que même avec Lillard, cette équipe, elle n'aurait pas été championne. Donc je comprends pas en fait. Franchement, je comprends pas du tout du côté de Milwaukee. On verra ce que ça donne pour les Bucks, effectivement. Mais il peut demander son trade de toute façon dès cet été. Hein. C'est pas encore acté que Yanis reste. Ouais, c'est clair. Allez, j'ai une question justement sur Lillard. J'enchaîne avec celle-là, une question de Guillaume qui dit juste votre opinion sur Mark Spears qui désigne les Wolves comme étant la meilleure option pour Lillard. Succéder à Conley pour les 2-3 dernières années de carrière et se donner une chance de gagner un titre en tant que titulaire. Si vous n'êtes pas d'accord, quelle autre équipe ferait sens pour vous? Signé un Parisien de Salt Lake City. C'est pas bête, Minnesota. Alors, en fait, il y a beaucoup de questions. Déjà, le meilleur des scénarios, c'est que Lillard il revient en forme. Alors, c'est qu'on parle d'un Lillard qui revient fort, qui est capable de jouer. Et oui, je pense que Minnesota, il y aurait une défense suffisamment forte et un joueur meilleur que lui pour que Lillard soit un complément très intéressant, capable d'apporter du spacing, capable d'aider à la création, dont les lacunes défensives seraient comblées par McDaniels, par Gobert, par Edwards, etc. Là, oui, Minnesota, ça serait intéressant. Ou ça pourrait être intéressant. C'est marrant, je voyais Boston passer de temps en temps pour le style de jeu, pourquoi pas. En fait, le Lillard Prime, il serait parfait à Milwaukee. Je sais pas, ou d'autres. Qu'est-ce qui serait mieux? J'aime pas nécessairement l'idée Orlando, qui sortait souvent. Je sais pas, si les Nuggets perdaient Jamal Murray qui décide d'arrêter sa carrière, je sais pas. Minnesota, c'est pas mal, mine de rien. Elle n'a pas tort, hein. Pas le tort de Mark Spears. J'ai une question pour toi, Antoine. C'est une question que je me pose. Scénario idéal où Damien Lillard y revient, donc pas la saison prochaine, la saison d'après. Quand on prend en compte, tu sais, la direction dans laquelle allait sa carrière avant cette blessure, et son âge, et sa taille, est-ce que tu penses que c'est encore un titulaire d'une équipe qui est ambitieuse? Ah, non. Non, C'est dur, hein. c'est pour Ouais. ça que j'ai commencé ma réponse sur Minnesota par Ouais. ça veut dire qu'on sous-entend que Damien Lillard, il est revenu à son meilleur niveau. Parce que sinon, Minnesota, tu veux pas le mettre dans ton 5, en fait. S'il est comme Conley, même pas de l'année celle-là, mais de celle d'avant, donc encore un peu capable, bah non, je suis pas sûr de vouloir, tu vois. Non, je pense pas. Je pense malheureusement que non. Je Et pense c'est et malheureusement que c'est- non. et c'est vraiment dur parce qu'en fait, ce qui est encore plus dur, c'est que si tu regardes en fait des sixième hommes avec son profil, tu vois, il n'y en a pas non plus vraiment dans les équipes ambitieuses. Il aura 36 ans à son retour. Je pense qu'il va jouer titulaire dans une équipe, mais mais ça sera pas une équipe qui va jouer le titre en fait. C'est une équipe qui pensera jouer le titre, mais qui va pas jouer le titre. Je pense qu'il aura donc 36 ans. Il va revenir, je pense qu'il sera à 20 points par match, tu vois, à 19-20 points avec de la maladresse, tu vois, mais parce que là, au final, il était encore à 24-25 points par match. Je pense que là, il sera autour des 19-20 points en prenant des shoots et en étant maladroit, sans pouvoir vraiment aller au cercle. Mais par contre, il a l'adresse à 3 points qui lui permettra toujours de mettre des points. Mais je pense qu'il sera dans une équipe forte où tu te dis ah ça peut bien marcher et en fait tu te rends compte que non, il te concède plus de points que ce qu'il va t'en rapporter, qu'il est plus assez tranchant, qu'il va plus assez au cercle. J'espère me tromper, hein, c'est mon joueur préféré en NBA, mais
À Minnesota, le scénario, ça marche que si Lillard il fait une saison extraordinaire à 36 ans pour un mec qui revient de son tendon d'Achille. Et là, oui, je pense que les Timberwolves sont vraiment candidats au titre parce qu'il y a de quoi le cacher. Sinon, si c'est pour aller prendre la relève de James Harden aux Clippers ou je sais pas, ou si c'est pour être entouré Joel Embiid aux Sixers, j'en sais rien, je dis des trucs au hasard. Si c'est le Magic qui se dit, bah tiens, on va ajouter Damian Lillard, non, je pense que tout ça, ça marchera pas en fait. Je pense pas que tu puisses gagner le titre avec Lillard titulaire. Ouais, les Wolves, je trouve que c'est une bonne, quand même une bonne piste parce qu'effectivement, je pense que le scénario idéal, c'est celui que tu as décrit, où il revient vraiment en pleine forme. Et, euh, et par contre, je pense qu'il faut qu'il soit avec que l'autre arrière du 5, s'il est titulaire, soit extrêmement fort en fait. Mm. Et tu vois, et là, ce qui est intéressant avec Anthony Edwards, c'est qu'on a vu les progrès qu'Anthony Edwards a pu faire à la création. Alors, c'est pas du tout un créateur à la Mike Conley, Damien Lillard, mais il peut créer du jeu par le danger qu'il représente. Et je pense que c'est un bon équilibre parce que tu as quand même un autre arrière qui peut défendre dur. Tu peux mettre suffisamment de défense autour. Et en création, ça fonctionne. Mais j'espère, là aussi, hein, franchement, j'aimerais tellement le voir finir bien sa carrière, Damien Lillard, que j'espère qu'il reviendra en pleine forme. J'enchaîne avec une autre question. Alors, qui n'est pas sur Lillard, mais qui est sur les fins de carrière moches, qui nous est envoyé par Chun-Li, et qui nous dit « Je me permets de vous soumettre un sujet à débattre, si le cœur vous en dit. Entre Mookie Blaylock, qui finit en prison, Vin Baker et Antoine Walker, qui finissent ruinés, Delonte West, qui mendie dans la rue, et j'en passe, il semblerait que la vie post-NBA ne soit pas un long fleuve tranquille pour tout le monde, malgré les campagnes de prévention dispensées par la Ligue aux rookies. Comment expliquez-vous ces déchéances de joueurs qui ont pourtant engrangé des millions ? Est-ce dû à un mauvais entourage, une mauvaise prise en charge de vétérans par la Ligue, des chevilles qui enflent trop durant leur carrière et qui les déconnectent de la réalité ? Mais déjà, les programmes faits par la Ligue, c'est assez récent en fait. Ça s'est intensifié récemment et je pense que sur les prochains joueurs, on est quand même sur une autre génération, il y aura nettement moins ce type de profil. Savoir que ces mecs-là, ils sont arrivés dans une NBA, je pense notamment à Antoine Walker, Blaylock, c'est à peu près à la même époque, et Delonte West, c'est un poil plus tard, où en fait, les joueurs, ils s'est complètement livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas encore dans les franchises tous ces... je ne sais même pas comment on pourrait décrire ce poste, presque de la conciergerie. Euh, c'est les Bulls qui ont fini un moment par mettre ça en place parce qu'ils avaient drafté que des lycéens, mais les mecs savaient même pas faire à manger. Genre, il y a le livre de Jonathan Abrams où tu vois les débuts d'Eddie Curry et Tyson Chandler, tu te dis, mais comment même ils sont restés en NBA? Alors, Curry, pas très longtemps, mais il n'y avait rien. Ils étaient des gamins de 18 ans qui d'un coup sont millionnaires et qui savent rien faire. Et si tu n'as pas un gars de ton équipe qui décide de te prendre... D'ailleurs, petite parenthèse. Oui, son coéquipier, la vie de groupe, etc. Certains d'entre vous font du sport, que ce soit du basket, du hand, du foot, peu importe. Ça vous est arrivé d'être dans des équipes où vous ne voyez jamais vos coéquipiers en dehors. C'est possible en fait. Il faut comprendre que chez les pros, c'est la même chose en fait. Il y a des équipes où les gars, ils ne se voient pas en dehors. Donc si t'as pas si chacun mène sa vie dans son coin et que tu n'as pas quelqu'un qui vient voir ce que fait Tyson Chandler ou Eddie Curry, comment il vit sa vie, mais je crois que je ne sais plus lequel des deux avait des poubelles entassées chez lui. Les gars ne savent pas comment vivre en fait en tant qu'adulte. Et ça, c'était l'époque de ces gars-là. Donc, je pense que, tu vois, tu es beaucoup plus livré à toi-même. Et donc, oui, mauvais entourage, toutes les raisons qui ont été citées sont toutes vraies. Je pense que ça sera moins le cas pour les générations futures où il y a eu où il y a de plus en plus de prévention. Je pense que c'est mieux géré même de la part des franchises. Il y a un meilleur accompagnement. Et puis, en plus, je vais ajouter un truc. Maintenant, j'ai l'impression qu'un joueur sur deux qui arrive en NBA, c'est un fils de joueur NBA. Donc, de toute façon, son père était déjà dans le milieu. Ses parents ont déjà de l'argent. Il y a déjà quelque chose. Il y en a encore, mais des histoires de mecs qui sortent de nulle part, des Chris Dunn, il y en aura de temps en temps. Mais tu vois, c'est quand même, on a un paquet de gars qui ont été fils de joueurs ou de joueurs pro ou d'athlètes pro. Et qui sont finalement très vite mis dans les dispositions et qui n'auront pas, je pense, à souffrir de ce genre de choses. Je pense aussi qu'il y a plus d'informations globalement qui circulent, qui sont accessibles. Toutes les raisons en fait que donnait l'auditeur là, elles se cumulent et parfois c'est pas du tout les mêmes profils. Tu vois, Delonte West, c'est un mec qui avait des problèmes de santé mentale à une époque où on n'en parlait pas, où même c'était ni diagnostiqué, ni traité, ni pris au sérieux. Un joueur comme Vin Baker a eu d'énormes problèmes d'alcoolisme et finalement c'est plutôt
limite, tu sais, quand je le vois sur le banc, là, ça me fait plaisir de me dire, putain, il a réussi à sortir la tête de ça, et c'est un, voilà, il a le reste de sa vie devant lui. Faut voir un petit peu ça. Dans le cas d'Antoine Walker, c'est autre chose. C'est le côté, un petit peu ce à quoi tu faisais écho. C'était une époque aussi où Antoine Walker, c'est, je pense, la dernière génération où il n'y avait pas les fameuses rookie scale, là, et tu pouvais signer des contrats de malade, en fait, dès le départ. Tu pouvais signer des contrats mirobolants. Et là, c'est le mauvais entourage. Le fait aussi, il y a aussi quelque chose dont il faut parler, hein, c'est que on n'est pas, et aux États-Unis encore plus, armé de la même manière pour faire face au fait d'avoir de l'argent, en fait. C'est-à-dire que dans les familles les plus défavorisées, personne leur a expliqué. Ils savent pas en fait ce que c'est que devoir gérer de l'argent, que devoir même, tu sais, la partie payer tes impôts, etc. C'est comment investir, autour de qui mettre autour de toi. Le fait que, ouais, t'as l'impression que c'est cool de prendre des voitures en leasing, que tu peux les prêter à tout le monde, mais tu calcules pas combien ça te revient en bout de course. Tout ça, il y a un désavantage qui est souvent lié social et socio-racial, j'ai envie de dire, aux États-Unis, qui fait que tu n'as pas les mêmes chances de pouvoir t'en sortir en fonction de là où tu viens, parce que tu n'as pas été éduqué à ces choses-là par tes familles, tu n'as pas eu ces exemples-là dans ta vie. Donc ça, c'est quelque chose quand même dont il faut avoir conscience. Et je pensais aussi que finalement, tu sais, l'aspect, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tous les aspects négatifs qu'on connaît, mais quelque part, je pense aussi qu'il y a des aspects positifs dans le sens où ça met alors, positif, faut que je formule. Ça met une pression qui est encore plus forte sur les athlètes, mais en même temps, dès qu'il y a un truc qui commence s'il y a un truc qui vrille, ça sort beaucoup plus vite qu'avant, en fait. Tu vois, Ouais, et je pense aussi... tu peux moins te permettre. Voilà, et d'une certaine manière, je pense que ça permet aussi de lever des drapeaux rouges plus tôt, plus vite, s'il y a un joueur qui se retrouve à répétition dans des problèmes où, tu vois, on se rend compte que il y a... alors on en parlait, bon, pour le coup, pour Mike Beasley, c'est pas forcément le bon exemple, parce que là, il se retrouve, il fait l'objet d'une enquête, mais quand tu remettais bout à bout, en fait, il y avait déjà un barbier qui avait porté plainte parce qu'il n'avait pas été payé, quelqu'un d'autre qui avait porté plainte pour lui pour des raisons de ce type. Donc je pense que les informations sortent plus vite. Je pense que la Ligue est beaucoup plus proactive qu'elle ne l'a jamais été sur le fait d'alerter les franchises, de mettre sur place des solutions pour les joueurs, mais y compris des jeunes joueurs, alors que là, avant, l'époque Antoine Booker, c'était le Far West. En fait, personne calculait rien, quoi. Je veux dire, t'étais vraiment livré à toi-même. Je pense que tout ça, ça joue. Et puis, le dernier élément, je vais peut-être finir là-dessus. Même sur le jeu, tu vois, même dans le jeu, on dit ouais, c'est une mauvaise décision, comment il a pu rater le mec ouvert dans le coin et tout. Les mecs sont tellement jeunes, quoi. Ils sont tellement jeunes. Tu vois, je m'en rends encore plus compte maintenant à l'âge que j'ai, mais je me dis, mais certains des joueurs qu'on va critiquer leurs décisions, leur prise de parole, ils ont 24 ans. Tu dis, mais à 24 ans, on n'avait pas toute cette pression, on n'avait pas toutes ces responsabilités sur le dos. Bien sûr qu'ils vont faire des erreurs, en fait. Faut être surhumain, en fait. Et je continue de le dire. Un des trucs les plus impressionnants pour moi dans la carrière de LeBron, c'est que à ce jour, le truc qu'on peut le plus lui reprocher, c'est The Decision. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est même pas le fait d'avoir pris cette décision, c'est la manière dont c'était orchestré. Les mecs sont tellement jeunes. Bien sûr qu'ils vont faire des erreurs quand t'as autant d'argent. Je veux dire, ce qui est dramatique, tu sais, souvent, que ce soit les célébrités, on dit ouais, ils ont changé. En fait, depuis qu'ils ont gagné de l'argent, ils ont changé. Tu vois, et en fait, je sais plus si c'était un acteur ou un athlète que j'entendais dire ça. Il dit ouais, mais ce qui change en premier, en fait, c'est les autres. C'est les autres qui changent en premier. Du coup, t'es obligé de changer aussi, quoi. Et tous ces trucs-là, c'est des problèmes. Alors, tu peux dire ouais, mais ils gagnent l'argent. Enfin, quand t'es payé autant, ça va avec. Oui, ça va avec, mais honnêtement, je leur envie pas ces problèmes-là. Et récemment, je finis là-dessus, Antoine, je te laisse la parole. Je voyais un extrait d'interview de Nikola Jokic qui disait qu'une fois sa carrière terminée, tout ce qu'il espérait, ce serait qu'il pourrait aller dans un resto sans que tout le monde lève son téléphone pour prendre une photo de lui alors qu'il est juste en famille. Et ça, je le comprends 2000%. Je comprends 2000% ça. On est vraiment des guignols, en fait, l'être humain. En tant que foule, on est vraiment des guignols. Parce que c'est fou, ça, cette histoire de tu vas quelque part, on te traite comme un demi-dieu. C'est vraiment, bref, c'est autre chose. J'ai oublié, je voulais rebondir sur autre chose que tu avais dit, mais c'est pas grave, j'ai oublié. C'est le truc de Jokic, l'exemple de Jokic est très parlant. Ouais, je parlais de la jeunesse des joueurs avant, je sais pas si c'était en rapport avec ça, Antoine, ton truc. Non, je sais plus, mais c'est pas grave. C'est pas non, mais t'inquiète, c'est moi qui t'avais fait. C'est pas important. C'était pas grave, t'inquiète. Mais c'est vrai que juste pour finir, tu vois,
J'aime beaucoup quand même les dernières superstars qu'on a, que ça soit Jokic, que ça soit Stephen Curry, que ça soit Giannis Antetokounmpo. J'ai le sentiment qu'en termes de valeur humaine, quand même, ils mettent en avant des choses qui sont vraiment plus glorieuses peut-être que ce n'était le cas par rapport aux idoles qu'on a pu avoir. Moi, en tout cas, que j'ai pu avoir, où c'était la toute-puissance, où c'était le winner ultime, il écrase les adversaires et il peut faire ce qu'il veut parce que c'est le champion, ça lui permet de dire ce qu'il veut parce qu'il a gagné. Tu vois, en termes de valeur humaine, je trouve ça vraiment intéressant dans le basket. En tout cas, je connais pas assez bien les autres sports. Quand je regarde les valeurs mises en avant par les derniers MVP, ou même un mec comme Shea, tu vois, qui est le dernier MVP en date, qui est très discret. Quand je vois la manière dont il se comporte par rapport à son équipe, je trouve que c'est bien pour la suite. Je suis d'accord avec toi. Allez, je te propose, j'ai deux dernières questions pour finir, Yes. Antoine. Une question de Mehdi qui tourne autour des souvenirs du 4 juillet 2016. Avant que je rentre dans la question, est-ce que le Ah, 4 juillet 2016, tu bah sais ce oui, que c'est, Antoine? et Kevin Durant. Ok, alors très bien, tu vois, moi je suis catastrophique en date, autant qu'en chiffres. Alors je te lis sa question, hein. Question envoyée par Mehdi. 23 mai 2016, OKC atomise les Warriors dans le Game 3 des finales de conférence pour mener 2-1. 133-105, KD colle 33 points, Westbrook sort un 38 et 12 sur la tête du MVP unanime. 25 mai 2016, rebelote. OKC explose les Warriors 118-94. Westbrook est phénoménal. 36 points, 11 rebonds, donc 4 offensifs, 11 passes, 4 interceptions. Durant ajoute 26 points et le Thunder n'est qu'à une victoire des finales NBA. La suite, nous la connaissons tous. Les Warriors gagnent la série en 7 et Kelly s'envole chez le concurrent direct pour aller glaner 2 bagues et 2 titres de MVP des finales. Cela m'amène à vous demander si vous vous souvenez de votre réaction au moment de la signature de KD aux Warriors. Si oui, comment avez-vous vécu ça? Et avec le recul, votre opinion a-t-elle évolué? Je me souviens pas complètement de ma réaction, tu vois, je me souvenais de la date. Un peu, si, je pense, sur le cul, quoi. Fait tout simplement en mode, waouh. Après, les LeBron James nous avait conditionné à ça d'une certaine manière. Et je continue de penser que si LeBron il va jamais associer ses forces avec Chris Bosh et Dwayne Wade, Kevin Durant, dont LeBron était le modèle à ce stade. Là, aujourd'hui, on voit le Kevin Durant de 37 ans, 36 ans, qui a sa personnalité. Alors, il se cherche toujours, ça qui est phénoménal, mais à l'époque, Kevin Durant assumait un peu plus le fait d'avoir un mentor. Aujourd'hui, on l'imagine plus avoir un mentor. C'est lui le mentor de certains, mais à cette époque, je pense qu'il prenait pour exemple LeBron. Et voilà, tout ça pour revenir à LeBron, pour dire, je pense qu'on était un peu plus conditionné à des superstars qui s'associent, mais c'était quand même un sacré choc parce qu'il va rejoindre une équipe qui vient de gagner 73 matchs dans la saison. Maintenant, moi, j'ai toujours eu cette position depuis un moment, c'est les mecs, en fait, ils font des carrières individuelles. Ils sont pas là pour nos avis. Et moi, j'en ai rien à secouer de nos avis et du coup de vos avis et de nos avis aussi. C'est si un mec qui décide qu'il veut aller jouer là, je vais pas me dire ah c'est un gros connard ou c'est bah non, il veut jouer là, il va jouer là en fait. Donc moi, ça m'a jamais été en mode ah Kevin Durant, j'étais triste que l'aventure s'arrête avec le Thunder. Moi, j'étais un défenseur du duo Kevin Durant-Russell Westbrook. Donc j'étais plutôt triste pour tout ça, mais il n'y avait jamais ce truc de ah, il a cassé la NBA. Après, c'est vrai qu'avec le recul, je pense que cette équipe des Warriors a été invincible. La seule raison pour laquelle elle pouvait perdre, c'est soit parce qu'elle s'ennuyait, et je pense que c'est comme ça que les Rockets ont réussi à un moment à les pousser en 7 manches, soit parce qu'il y avait des blessés. Et des fois les deux, parce que les Rockets, il y a aussi des blessés sur cette série, pas que Chris Paul. Il y a aussi des blessés du côté des Warriors, Iguodala notamment. Et du coup, ouais, avec le recul, mon avis est toujours le même, quoi. C'est peut-être dommage pour sa legacy à lui, à la limite. Mais bon, c'est là où il a allé chercher ses seules bagues pour l'instant. Et c'est peut-être dommage pour mon amour du Thunder et pour ce que ça aurait pu faire avec Westbrook, mais je n'oserais pas émettre un jugement de valeur sur la décision de carrière de quelqu'un, en fait. C'est même Carmelo, pardon, excuse-moi Théo, tu vois, même Non, vas-y. Carmelo Anthony, donc pour moi c'était une aberration qu'il soit pas allé de New York à Chicago. Et bah quelque part, c'est son choix, tu vois en fait. C'est son choix. Il voulait être à New York pour va savoir quelle raison, que ça soit l'argent, les taxes que tu veux, peu importe en fait. À un moment, c'est une carrière individuelle, il fait le choix qu'il veut faire.
Je suis complètement aligné avec toi, Antoine. Même, on parlait de The Decision de LeBron juste avant. Ça m'avait pas du tout posé de problème à l'époque. Ce qui m'avait posé un problème, c'était la forme. La forme que j'avais trouvée extrêmement, pas habile en fait. Tu savais que tu allais tuer le moral de toute une ville en fait. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, c'est une erreur de jeunesse. C'est voilà, ils ont pas du tout saisi l'importance du moment. Tu vois, c'est un petit peu, je pense que je vais rebondir là-dessus. C'est la même chose que quand Nico Harrison te dit qu'il savait pas que Luka Doncic était populaire à Dallas. Je pense que c'est un truc qui, de l'extérieur, tu dis, mais comment c'est possible? Et en même temps, je pense que tu refais pas les choses de la même manière avec le recul. Mais le choix de LeBron ne m'avait pas choqué. Celui de KD m'avait pas choqué, mais j'avais été sur le cul beaucoup plus que pour LeBron parce que j'étais extrêmement attaché à cette équipe du Thunder. Je pensais qu'ils auraient la volonté tous les deux de montrer que c'était possible, qu'ils avaient le talent pour que ça soit possible. Et j'avais quand même été bluffé du fait qu'ils rejoignent les Warriors parce qu'en fait, je m'étais dit, mais c'est l'équipe qui vient de te battre en finale de conférence alors que tu menais, comment c'est possible? Et ça, j'en revenais pas. Je me rappelle, j'avais des discussions avec le gars quand on vous raconte notre vie, mais avant, quand on avait encore un bureau, c'est moi qui on faisait les expéditions nous-mêmes, j'emmenais les magazines à la poste voilà, et le mec de la poste, c'était mon pote, on parlait fréquemment de basket, lui il était plus foot, mais comme il savait qu'on s'occupait de Rivers, il me posait des questions sur le basket et il me disait, mais tu crois qu'il va aller aux Warriors parce que c'était dans les rumeurs? Et je me dis, bah non, les Warriors, quand même, je pense pas qu'il ira. Je pensais pas qu'il ira à Golden State. Donc j'avais été vraiment bluffé. Je m'y attendais pas du tout. Mais au bout du compte, c'est pas le choix de carrière que je comprends le moins de Kevin Durant. Grave. Ça avait du sens. Et je pense qu'en termes de legacy, pour moi, en tout cas, ce qui a plus entaché sa legacy, c'est de quitter les Warriors que d'y être arrivé. Parce que je pense s'il était resté à Golden State, ils auraient gagné d'autres titres. Ou du moins ils auraient été en mesure de le faire, et en fait il aurait attaché sa legacy à celle des Warriors et à celle de Stephen Curry, et il l'aurait établi ensemble. Tu vois, et je pense vraiment qu'il l'aurait établi ensemble, alors qu'au bout du compte, j'ai l'impression que malgré, tu vois, le talent incroyable qu'est Kevin Durant, le joueur hors norme qu'il a été, dans le cœur des gens, il n'a pas la même place que Stephen Curry. Et il l'aura, et tu vois, il l'aura pas, et que vraiment il y avait la possibilité d'attacher voilà, la trace qu'il laisse dans l'histoire, l'attacher à une franchise, pas celle qu'il a draftée, mais à une autre franchise, à un autre très grand joueur. Et je pense pas que ça aurait enlevé quoi que ce soit à la manière dont les gens se seraient souvenus de lui. Je suis d'accord à 1 million de %. Je pense que, tu vois, Kevin Durant, il a mal lu la situation exactement comme Nico Harrison et comme LeBron James. Il s'est dit, LeBron, il est parti au 8, tout le monde l'a détesté, mais il est redevenu le joueur le plus populaire de la ligue. C'est exactement. Et avant de repartir à Cleveland, les dernières années de LeBron James à Miami, il est redevenu. Il est plus l'ennemi numéro un. Même à Cleveland, on commence à le pardonner de toute façon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y revient à un moment. Mais il est redevenu le joueur le plus populaire. Il est le joueur qui a le plus de fans parce qu'il a gagné. Et ça y est, il a gagné. Il est redevenu un héros. Kevin Durant, je pense qu'il savait qu'il allait être un méchant, qu'il allait être perçu comme le méchant. Mais je pense qu'il n'a pas réalisé à quel point. Je pense qu'il a pas compris au début, quand ils ont gagné vite, pourquoi il n'avait pas de nouveau l'image du gentil comme LeBron James. Je pense qu'il en a souffert, tu vois. Je pense vraiment qu'il en a souffert et ça se voit dans son comportement, dans son attitude encore jusqu'à aujourd'hui. Ce serait intéressant que des psychologues se penchent vraiment sur le sujet, mais je pense vraiment que ça l'a marqué et que ça l'a changé. La façon dont il a continué à être présenté, cupcake, machin, le soft, le truc, malgré les 2 bagues, je pense que ça a vraiment joué sur le run des Warriors. Le troisième, celui où ils perdent, justement, que ça a joué sur l'embrouille avec Draymond Green, ça a joué sur tout, ça a créé un truc négatif et je te rejoins à 1000%. Je pense que sa legacy serait différente s'il était resté déjà parce qu'ils auraient fini par perdre. Et une fois que les Warriors auraient perdu, ça aurait été différent en fait derrière. Et je pense comme toi, clairement, même les fans des Warriors traitaient mal Kevin Durant. C'est en mode, ouais, c'est pas toi notre gars, c'est Stephen Curry notre gars, toi t'es pas notre gars. Tu vois, il y avait ce truc-là de, ouais, toi t'es la pièce rapportée. Mais en fait, comme toi, je pense qu'avec le temps, notamment auprès, tu sais, les générations de fans, elles se renouvellent aussi en fait. Il y a des mecs qui auraient découvert le basket avec Kevin Durant aux Warriors. Et leur joueur préféré, ça aurait été Kevin Durant, pas Stephen Curry.
Peut-être que dans l'échelle historique, la base fanbase historique des Warriors aurait toujours été Stephen Curry, mais je pense que Kevin Durant aurait été beaucoup plus assimilé, et notamment, encore une fois, s'ils avaient perdu pour ensuite regagner. Et Kevin Durant, si c'était pas le visage de la franchise, c'était quand même lui le joueur le plus fort. C'était lui le meilleur joueur de cette équipe, et c'est terrible de se dire que il est boudé même par les fans des Warriors, tu vois. Ils vont te dire, bah non, on a préféré le titre de 2015 ou celui de 2022, tu vois. Alors que là, vraiment, il aurait pu s'ancrer exactement comme tu as dit, dans la legacy. On aurait parlé de Steph et KD, les meilleurs duos de l'histoire quand même. Et Mike et Scotty, et Kobe et Shaq. Et quand même, KD et Steph, où est-ce que tu les places? On a un livre là-dessus. Et c'est moi qui ai fait celui-là en plus. C'est moi qui ai fait Stop. Et je crois que je les ai mis haut. Ou je sais plus comment j'ai fait, mais j'en ai parlé de Steph et KD. Parce que en fait, c'est le duo qui est, en termes de niveau de jeu, c'est exceptionnel quand même. Hein. On est sur de l'exception absolue. Et ouais, bref, je répète, mais je pense comme toi qu'il aurait dû rester et que son erreur a été plus rester que d'y aller. Et qu'il a sous-estimé à quel point il allait être détesté et qu'il n'a pas attendu assez longtemps pour ce qu'il espérait, le moment où il redeviendrait un gentil. Parce qu'en fait, depuis maintenant, il n'est plus jamais redevenu le gentil. Il n'est plus jamais. Il est parti à Brooklyn. C'était censé être son équipe, il est plus passé pour un con qu'autre chose. Il a demandé Phoenix, il est poussé pour sortir, il passe plus pour un con qu'autre chose. Et maintenant, il est le mec qui est dans les échecs des Big Three. Et oui, à Houston, il peut rattraper sa legacy en restant et en étant un peu le mentor. Mais l'ironie, c'est que je pense pas que les Rockets finiront champions, mais bon. Ouais, c'est un mec qui court. Il y a un podcast à faire sur Kevin Durant, on l'a déjà dit plein de fois, mais je pense qu'il y avait le talent pour être l'un des 5 meilleurs joueurs all-time et pas 5e. Peut-être même pas 4e. Ouais, de toute façon, il est toujours aussi mystérieux ce joueur. En tout cas, c'était une très bonne question, vraiment très bien vu cette question de la part de Mehdi. Je te propose qu'on termine sur une dernière question de Laurent qui nous propose un tu préfères. Petit tu préfères très rapide pour voir quel genre de joueur vous êtes. Tu préfères avoir la meilleure éval de ton équipe mais le pire plus-minus ou la pire éval mais le meilleur plus-minus? Moi, je suis trop égoïste, je préfère la meilleure éval. Bah ouais, je vais pas te mentir. Si je peux avoir les deux, c'est cool, hein. Mais quand je regarde le plus-minus, généralement, c'est que je veux me rassurer sur mes performances. Donc, ce qu'on a le plus-minus, sache. Putain, c'est beau, en Allemagne, vous avez ça, ouais. Ouais. Mais non, meilleur éval quand même. Je peux accuser les 4 autres mecs qui étaient sur le terrain avec moi à ce moment-là, au pire. Ça, c'est marrant parce que moi c'est le plus-minus. Et alors, pour le coup, ça n'a jamais existé quand je jouais mais c'est toujours le truc que je regardais. Enfin, autant à la fin d'un match, j'aurais été incapable à la fin d'un match, j'aurais été incapable de dire combien j'avais marqué de points. Par contre, le plus-minus, entre guillemets, j'avais toujours un œil sur quand je suis sorti du terrain, est-ce que mon équipe était devant, derrière, c'était quoi la différence entre le moment où je suis rentré. Et les points, je l'ai dit surtout après les défaites, je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais moi, après des défaites à 2h du matin, quel que soit le scénario, quelle que soit l'heure à laquelle je me suis couché, après des défaites, 2h du matin, c'est les yeux grands ouverts, cinéma, et là, je pouvais te dire spécifiquement combien j'avais mis de points, ce que j'avais raté. Je revoyais tout le film du match sans la vidéo, je revoyais tout à ce moment-là. Moi aussi, j'aime beaucoup regarder quel est le score quand je sors et quand je reviens. Mais en vrai, ça dépend aussi des mecs autour de toi, en fait. Surtout si tu joues globalement avec les mêmes 5. Ça veut pas dire tu peux avoir un plus-minus. Et d'ailleurs, je le dis, à l'échelle de la NBA, déjà, il faut le nuancer, mais en plus, il y a tellement de minutes, tellement d'échantillons. Mais André Robertson, quand il joue avec Kevin Durant et Russell Westbrook, il doit avoir un des meilleurs plus-minus de la ligue, tu vois. Mais ouais, en même temps, est-ce que c'est vraiment lui qui fait la diff? Est-ce qu'il n'y a pas au moins 60 mecs qui vont faire aussi bien dans sa position? Voilà, je parle pas pour toi spécifiquement, hein. Moi aussi, moi aussi, j'aime bien regarder le score quand je rentre et quand je sors, etc. Mais le plus-minus, c'est quand même un peu mensonger. Ouais, après, ouais, oui et non. Disons qu'en NBA encore plus, parce qu'effectivement, tu es dépendant. Parce qu'en NBA, de toute façon, les titulaires, ils vont jouer. Tu vois ce que je veux dire? Comment il s'appelle? Jordan Poole, il peut faire 2 sur 29 ou 28 sur 29, il va jouer en fait. Tu vois, il va être sur le terrain
sport amateur, tu es quand même plus un joueur, même dans le 5, si vraiment il passe à côté, il va sortir plus vite. Toi, si tu as été bon et que tu sors du banc, peut-être que tu vas avoir plus l'opportunité d'y rester que si tu es, comme on en disait tout à l'heure, Ousmane Dieng, où tu sais que tu peux cartonner à la fin du premier carton. De toute façon, tu ne seras pas sur le terrain à la fin du quatrième. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, question très intéressante. Voilà, c'était tout pour nous, Antoine. Yes, parfait, on s'arrête là-dessus. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse cqfr.reverse@gmail.com. On se retrouvera la semaine prochaine. On sera au rendez-vous pour un nouveau CQFR du samedi. Et puis, pas de Hoop Culture dimanche. Petite pause, ça revient dimanche prochain. Enfin, pas celui-là, celui d'après. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao à tous. Is out there, and it's either play or get played.